Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pseudosciences et une branche en particulier de pseudosciences, c'est quand même assez vaste, à savoir les tests de personnalité. Et qu'est-ce que ça donne quand on les utilise en entreprise, notamment côté management. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Anaïs Huette et je suis coach agile. Alors, je suis aussi type INFP médiateur selon Myers-Briggs, type vert S selon la méthode DISC. Donc, colombe en taking flight, la version méthode DISC mais en oiseau. Mais aussi type intellect et agréabilité selon les Big Five. Base empathique selon process communication. Dans mon énagramme de personnalité, c'est dominante 2. Je suis aussi Sagittaire, ascendant Lion. Signe astrologique du serpent, élément de la terre. Cerveau droit. Et enfin, Serpentard. Et en petit bonus, j'aime bien les licornes. C'est juste en bonus. Et quelque chose que je trouve assez fascinant avec tout ça, c'est que là, tout ce que je viens de vous dire, pour me présenter un petit peu, selon à quel point on y croit, à quel point on les prend au sérieux, ça va être un ramassis de bêtises ou carrément, ça va être vu comme la manière de comprendre les motivations derrière mes choix passés, prédire mes choix futurs, les clés pour communiquer avec moi, voire même dans les cas les plus extrêmes, les clés pour me manipuler. Et cet énorme écart de perception, c'est un truc qui me fascine. D'autant plus que ces différents tests de personnalité, ça a une petite incidence aussi sur la vie professionnelle. C'est qu'avant même d'entrer dans la vie professionnelle, quand j'apprenais à faire un CV à la fac, on me disait de faire super gaffe à ne pas mettre ma date de naissance pour ne pas risquer d'être discriminée sur mon signe astrologique. Et aussi, quand je suis entrée en entreprise, bouton, oui, merci. J'ai eu l'occasion de découvrir qu'il y avait des formations sur ces tests de personnalité. Et j'ai eu l'occasion d'en suivre, où ça m'a vraiment été présenté comme de véritables outils de travail sur lesquels on allait pouvoir se baser pour comprendre les gens et adapter la communication avec les personnes en équipe. Et je les ai aussi retrouvés quand je suis entrée dans le monde des conférences. Donc là, ça, c'est moi. La première fois que je suis venue à Mixit en 2023, ma petite minute frime, où je présentais une conférence sur le sujet de l'introversion et j'abordais assez brièvement dedans mon type MBTI. Et j'ai eu plusieurs remarques à la suite de ces conférences. D'un côté, mais waouh, comment c'est possible? Moi aussi, j'ai ce type-là et je peux pas. Alors, autant parfois, il y a le côté un peu compliment du oh là là, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Autant dans certains cas, il y avait vraiment un côté là, il y a un bug dans la matrice. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Et ça m'a fait me dire que j'avais l'impression que c'était des personnes qui s'étaient un peu enfermées dans un bocal. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais avec tout ça, ça m'a fait me poser pas mal de questions depuis quelques temps. Et donc, j'aime bien me poser des questions et j'aime bien rechercher, puis le partager aussi. Et je me suis demandé, déjà, pourquoi c'est de la pseudoscience? Quel est le rapport? Quel est le lien? Et qu'est-ce que ça implique? Mais aussi, pourquoi ça a autant de succès? Avec toutes les formations qui existent, tous les articles autour. Qu'est-ce qui fait qu'on y accroche autant, que ça nous fascine, ces tests de personnalité? Et qu'est-ce que ça donne, pour le coup, quand on les utilise dans l'entreprise, dans le management, dans l'accompagnement, alors plutôt agile, coach agile, voilà. Et enfin, en me basant un peu sur tout ça, me poser la question, est-ce que c'est plutôt à prendre ou à laisser? Et pour commencer à y répondre, je vais m'attaquer à la première question, à savoir, ok, c'est quoi la pseudoscience à la base? Alors la pseudoscience, donc littéralement pseudo, ça vient du grec, donc pour dire faux, c'est-à-dire littéralement fausse science. Et donc un peu comme sur cette image, c'est quelque chose qui ressemble un peu à de la science au premier abord, au premier plan. Et puis quand on gratte un petit peu derrière, les bases ne sont pas tout à fait là. C'est quelque chose qui ne repose pas sur la méthode scientifique. Donc à savoir, on va formuler une hypothèse, on va faire des expériences, observer les résultats qui vont valider ou non l'hypothèse, puis on va démontrer, valider, reconstruire dessus des nouvelles hypothèses et avancer là-dessus. Alors que les pseudosciences ont plutôt tendance à faire coller les résultats aux hypothèses.
Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est que dans la définition de pseudoscience, il n'y a rien qui dit c'est nocif, c'est mauvais. Juste, c'est pas de la science. Donc, en gardant cette définition à l'esprit, j'aimerais vous présenter quelques-uns des tests de personnalité que j'ai un peu évoqués quand je me suis présentée. On a le premier, c'est le test MBTI, pour Myers-Briggs Type Indicator. Donc, qui va diviser les types de personnalité en 16 types, représentés donc par 16 combinaisons de 4 lettres. Alors, ce test, il a été il a été publié dans les années 40 par donc, une mère et sa fille, Catherine Briggs et Isabel Briggs Myers, toutes les deux écrivaines, en se basant sur les travaux de Carl Jung, qui est un psychiatre qui a été le premier à parler d'introversion et d'extraversion. Donc, elles étaient plutôt fans de son travail. Et à la base, quand elles ont publié ce test, c'était dans le but d'aider des femmes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, entraient pour la première fois dans la vie active, pour les aider à s'orienter. Alors après, ce test, il a eu un grand succès, donc c'est devenu aussi un énorme marché. Et il a beaucoup été critiqué pour sa propension, lorsqu'il y avait des recherches qui étaient faites dessus, à faire coller les résultats aux hypothèses. Exemple, un extrait d'un article de 93, la recherche sur MBTI a été designée pour confirmer et non réfuter la théorie MBTI. Et une autre étude intéressante, en date de 2011, et a mis en lumière le fait qu'entre un tiers et la moitié des publications concernant MBTI ont été produites par le Centre pour l'application du type psychologique et publiées dans le journal du type psychologique, qui sont tous les deux financés par la fondation Myers-Briggs. Un petit conflit d'intérêts. Aussi, alors, méthode suivante. On a la méthode DISC. C'est là qu'on a 4 grands archétypes représentés par des couleurs et des lettres. Et c'est basé sur une théorie qui a été publiée à la fin des années 30 dans un livre qui s'appelait Émotions des gens normaux, qui a fait un peu un bide à l'époque. Mais ça a été repris une trentaine d'années plus tard par un psychologue du travail qui s'est dit « Ah, plutôt cool cette théorie !» et qui s'est basé dessus pour créer un outil de recrutement. Donc c'est de là que vient le côté DISC. Et là, quand j'ai recherché un petit peu, je me suis baladée sur pas mal de sites d'organismes qui vendaient cette méthode DISC. Et là, il y a un truc qui m'a un peu interloquée, c'est que dans les sections qui expliquaient les bases scientifiques de DISC, c'était quand même très, très, très similaire. En fait, ils citaient tous une étude. Et cette étude-là, je vais aller la chercher, et elle a été réalisée par une filiale d'un groupe qui vend du DISC. Encore une fois, un petit conflit d'intérêts aussi. Alors, petite parenthèse, tout ce que je cite, je les mettrai à disposition en fin de conférence avec un QR code avec toutes mes sources. Et elle sera dedans. Test suivant, on a Process Communication, très connu aussi, de son petit nom ProcessCom. Donc là, qui propose 6 types de personnalités, donc représentés par des couleurs, et qui représente un peu comme un bâtiment avec plusieurs étages. Donc là, j'ai mis le mien, où on a l'idée on a un type de personnalité de base, et après, les autres vont être plus ou moins éloignés de ce type. Et donc, l'idée, selon ProcessCom, c'est moi, par exemple, en ayant une base empathique, juste au-dessus, il y a imagineur. Donc, ça me demandera beaucoup moins d'énergie de me comporter avec la personnalité imagineur que de me comporter avec la personnalité énergiseur qui est là et tout en haut de ma petite maison. C'est l'idée du ProcessCom. Alors, ProcessCom, ça date des années 70 et 80. C'est le médecin psychiatre de la NASA, a fait appel à un psychologue pour demander de l'aide construire un outil qui aiderait à la sélection des astronautes. Parce que l'idée étant qu'on voulait être sûr que les astronautes s'entendent bien et des personnalités compatibles pour ne pas se taper dessus dans les missions à risque. Voilà. Et donc, le monsieur qui a construit cet outil pour la NASA était un expert d'analyse transactionnelle. Et c'est là-dessus qu'il a basé. Allô? Ah, ça y est. Process communication. Tout va bien. Alors, sauf que ce qu'il faut savoir sur l'analyse transactionnelle, c'est que c'est une pseudoscience qui est dans la liste des méthodes thérapeutiques à risque de dérive sectaire publiée par la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui, dans son rapport de 2006, décrit l'analyse transactionnelle comme ayant des bases théoriques contestables au double plan éthique et scientifique.
Donc, c'est là-dessus qu'est basé Process Communication. Alors, une autre dont j'ai parlé, celle-là, je vais passer dessus assez vite, c'est l'énéagramme de personnalité, qui est un peu moins connu, mais qui prend un petit peu de l'essor ces derniers temps. Donc, il nous propose 9 types de personnalités représentées par des chiffres. Ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on utiliserait pour invoquer une créature surnaturelle, comme ça. Et ça a un côté un petit peu, un peu vu comme un peu mathématique. Sur le côté, il y a plein de chiffres, c'est organisé comme dans une matrice et tout. Mais en termes de base, ça vient de théories spiritualistes qui ont été faites par donc 2 professeurs spirituels et reprises par un psychiatre qui a été élève du second, donc, qui après a enseigné aux États-Unis et popularisé. Et aussi, ça a son petit badge Mivilude, méthode thérapeutique à risque de dérive sectaire. Et enfin, on a les maisons de Poudlard. Non, ça c'est une blague, c'est de la littérature. Ok. Alors, j'aimerais passer à la question suivante, à savoir pourquoi ça a autant de succès? Qu'est-ce qui fait que ça nous fascine et qu'on va autant y accrocher? Alors ça, sans trop de surprise, on va trouver la réponse au niveau de nos cerveaux, avec un biais cognitif, un effet qui s'appelle l'effet Forer ou effet Barnum, appelé aussi effet de validation subjective, qui a été décrit par un psychologue qui s'appelle Bertram Forer. Et en 1948, il a fait une expérience. Il a fait faire un test de personnalité à ses étudiants. Il leur a donné leurs résultats individuellement et leur a demandé d'évaluer à quel point les résultats leur correspondaient. Et alors là, à l'unanimité pratiquement, que les étudiants ont dit « Ah ouais, c'est carrément moi ce test !» Et là, il leur a révélé la supercherie. Tous les résultats étaient identiques. Quand on imagine le grand éclat de rire dans l'amphithéâtre. Mais alors, outre le fait de faire une bonne blague à ses étudiants, cette expérience lui a aussi permis de décrire qu'est-ce qui fait qu'un test de personnalité, ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'on s'y retrouve et on s'y accroche. Alors déjà, il y a le fait qu'il faut que les formulations soient assez générales, qu'on puisse facilement s'y retrouver. Un exemple, si je dis, si je mets cette affirmation-là et que je vous propose un vote à main levée pour voir qui est-ce qui s'y retrouve là-dedans. Oui, voilà, c'est ce genre de formulation-là. Mais pas que. Pour avoir un bon effet Forer, il faut aussi, ça s'applique, ça se base aussi, je vais y arriver, sur 3 biais cognitifs. Biais cognitifs, rapidement, ce sont des décisions rapides que prend notre cerveau, des petits raccourcis, qui vont influencer la manière dont on perçoit le monde et vont parfois nous mener un petit peu en erreur. Donc, le premier, c'est le biais de sélection. C'est-à-dire, pour que ça marche, il faut que dans l'analyse, les traits soient majoritairement positifs. Parce que le côté formulation générique va nous permettre de nous reconnaître dans plusieurs. Et ce biais de sélection va faire que notre cerveau, on va voir tous ces trucs positifs et il va faire « Ah ouais, oui, non, ça c'est moi, oui, vas-y, ça je prends. Effectivement, c'est bien moi, tout ça. » Exemple de biais de sélection, si je refais un petit peu un vote à main levée et qu'un test disait quelque chose comme « Vous êtes une personne médiocre et paresseuse », je vois des mains qui se lèvent. Est-ce que ça va? Voilà. Un peu de... La majorité des réponses sont quand même du « je t'embrouille le test ». Par contre, le formuler comme « vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé », là, ah ouais, là c'est plus moi, je m'y retrouve un peu mieux quand même. Et ce côté, c'est moi et je m'y retrouve, ça va venir nourrir un second biais cognitif qui est le biais de personnalisation. Ce côté, être persuadé que l'analyse s'applique à soi. On s'y retrouve. C'est moi, ça a été fait pour moi. Et ça va aussi être renforcé justement quand on a une personne qui va nous faire cette analyse ou nous faire ce côté un petit peu personnalisé. Et ça m'amène au 3e biais cognitif, c'est un biais d'autorité. Donc, pour donner un exemple, je vais sortir mon argument d'autorité. Voilà, vous voyez comme je gagne en crédibilité sur cette conf. Et donc, le biais d'autorité, c'est la perception qu'on a d'une personne comme étant une experte.
Et ça, en termes les tests de personnalité vont jouer dessus aussi avec des certifications. J'en pense qui vont être donc offertes après des formations, des choses comme ça. Et je pense à une certification en particulier qu'on retrouve parmi plusieurs tests de personnalité et d'autres pseudosciences, à savoir celle de maître praticien, maître praticienne. Ah, ça en jette. Et petite chose à savoir là-dessus, c'est que maître praticien, praticienne, ça a été une traduction de l'anglais sur master practitioner aux États-Unis. Mais en France, attention, si jamais ça vous intéresse de devenir maître praticien, praticienne, le code pénal interdit l'usurpation de titres sur les titres reliés à un diplôme officiel. Genre par exemple une maîtrise. Donc attention, ça peut être un peu épineux de devenir maître praticien, praticienne en France si on n'a pas le diplôme qui va avec. Et enfin, on a le côté, le fait que d'avoir payé des sous. Parce que mine de rien, quand on a payé pour cette intervention et cet expert, ça a plutôt intérêt à bien fonctionner derrière. Et ça rajoute aussi un peu à cet argument d'autorité. Et en parlant d'arguments de biais d'autorité, je fais une petite parenthèse pour vous parler d'un exemple que je trouve assez intéressant de biais d'autorité, c'est la programmation neurolinguistique, de son petit nom PNL, donc, qui est basé sur de la pseudoscience, mais n'est pas un test de personnalité, et qui a des maîtres praticiens, praticiennes, et qui va avoir ce côté, une autorité dans le nom. Parce que ça, en termes de titre, ça fait quand même vachement scientifique. On parle de programmation, on a neuro qui rappelle un peu le côté neurosciences, on a linguistique. Alors que la PNL, en gros, l'idée, ça va être, je vois une personne qui a eu du succès, genre un athlète, Steve Jobs, tout ça. J'étudie l'état d'esprit qu'avait cette personne et j'essaie de le reproduire chez moi par mimétisme et de l'ancrer à un mot que je me répète souvent. L'idée étant qu'après, quand je répète ce mot, ça va déclencher chez moi cet état d'esprit et donc, a priori, m'amener aussi chemin du succès. Bon. Et, petite note, la PNL a aussi son petit badge Mivilude. Et ce côté autorité du mot, en particulier le mot neurosciences, ça a été étudié scientifiquement avec une étude qui a été faite en 2008, qui a été refaite et étendue en 2017, et qui s'appelle « L'allure séductrice des explications en neurosciences ». Et là, je la trouve assez incroyable, parce que pour faire cette expérience, on a juste donné des explications scientifiques à des participants-participantes, et donc en faisant une variation. C'est-à-dire qu'il y avait une explication scientifiquement vraie, une scientifiquement fausse, la scientifiquement vraie, mais avec écrit validée par les neuroscientifiques, et la scientifiquement fausse, avec écrit validée par les neuroscientifiques. Et là, ça n'a pas loupé. Les versions validées par les neuroscientifiques étaient plus vraies en termes d'indice de confiance, et pour les fausses, elles étaient moins fausses, voire vraies quand même, juste avec un mot. Et ça, c'est même aller plus loin. Une autre expérience qui date de 2008, qui s'appelle « Le voir, c'est le croire », a été fait de manière un peu similaire, mais concernant les images de cerveau. C'est-à-dire qu'on a donné aux gens un article scientifiquement faux avec juste du texte et un diagramme, et du texte et des images de cerveau. Et là, ça n'a pas loupé. Le plus vrai des trois, c'était celui avec des images de cerveau. Donc pour le coup, ça m'amène à dire il est temps que je mette à jour mon thème de diapositive pour rendre ma conf un petit peu plus vraie. Voilà. Et avec tout ça, ça fait beaucoup d'infos d'un seul coup. Donc je vous propose qu'on se fasse une petite pause façon Burger Quiz. Pour voir aussi si tout le monde a bien suivi en posant la question pseudosciences, neurosciences ou les deux. Alors pour jouer, on va faire ça comme un pierre-feuille-ciseaux. Donc avec feuille pour pseudosciences, comme un papier pseudo-scientifique, pierre pour neurosciences, comme un petit cerveau, et puis ciseaux pour les deux, parce que les deux. Tout le monde est prêt? Alors, première question, on a le biais d'ancrage, qui est un biais cognitif, qui est l'influence de la première impression sur la perception qu'on a d'une personne. Pseudosciences, neurosciences ou les deux? Neurosciences, c'est basé, c'est un biais cognitif vu par la neuroscience. Suivant, on a la pygomancie ou rumpologie, la lecture de la personnalité et de l'avenir dans la courbe des fesses. Oui, ça existe.
Pseudosciences, oui. On a les jeux de mémoire recommandés par les neuroscientifiques sur les réseaux sociaux. Neurosciences, pseudosciences ou les deux. Ah, ça, c'est partagé. Ah ouais, je vote les deux. Parce que pseudosciences, mais on a un biais d'autorité. C'est validé par les neuroscientifiques. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Et maintenant, je voudrais m'attaquer donc à une autre question que je me posais, à savoir, ok, maintenant, qu'est-ce que ça donne tout ça en entreprise? Et surtout, je me suis posé la question, à quel endroit on va vraiment avoir des attentes où on va se dire, ça va nous apporter quelque chose. Et là, je me suis rappelé quelque chose que m'a dit un formateur, parce que lorsque je me suis réorientée, parce que j'étais développeuse et que j'ai commencé à me former pour arriver sur des rôles comme Scrum Master, lorsque j'ai fait ma première formation de Scrum Master, il m'a dit « Ta matière première n'est plus des 0 et des 1, c'est de l'humain, et c'est beaucoup plus délicat. » Et là, ça m'a fait me dire en y repensant que oui, c'est justement ce côté travailler avec de l'humain, c'est très délicat. Et donc, quelque chose qui nous promet de pouvoir nous donner une grille de lecture, comprendre un peu mieux les gens, communiquer avec, dit comme ça a l'air plutôt pas mal. Donc, j'aimerais m'intéresser sur 3 types de rôles où ça peut peut-être apporter des choses, à savoir le recrutement, le management et l'accompagnement. Plutôt accompagnement agile. C'est parti pour le recrutement. Parce que en termes de recrutement, donc les tests de personnalité vont parfois être utilisés. Bon, généralement, ça va être dans des entretiens d'embauche. Et il y a plusieurs cas de figure. Ça va être, on va vouloir départager des CV prometteurs. On s'est dit, ben voilà, il y a plusieurs CV qui remplissent un petit peu nos listes de critères techniques. On va peut-être se dire, leur faire passer un test, voir si dans le lot, il y a un pouf-souffle qui va venir tempérer notre équipe de Gryffondor. Alors, après, là-dessus, pour moi, si tous les CV remplissent tous les critères techniques, a priori, chaque personne est apte à faire le job. Donc, à la limite, si c'est vraiment pour en choisir un dans le lot, lancer un dé, ça coûtera beaucoup moins cher. On va aussi avoir le cas de figure, il y a une association qui est souvent faite entre les types de personnalités et certaines soft skills. Donc, quand on se dit, je cherche plutôt telle ou telle soft skills de la part d'une personne, je fais passer un test et je saurai. Attention quand même là-dessus, puisque qui dit entretien d'embauche dit une personne qui a plutôt très très envie de se faire recruter. Donc il y a de bonnes chances qu'on remplisse le test, non pas en se disant qui je suis, mais qui est-ce que l'entreprise voudrait que je sois pour être sûr de passer. Donc votre test, il risque tout de même d'être faussé. Et il y a aussi le fait que la personnalité, ce n'est pas une compétence. Donc si vous voulez vraiment, si on veut vraiment évaluer les soft skills, il y a un truc cool aussi, c'est la période d'essai. Et ce que j'aurais tendance à proposer en alternative, ce serait plutôt d'échanger autour des valeurs de l'entreprise, des valeurs un peu de la personne, et là, voir si ça matche ou pas. Et puis même, période d'essai. Voilà. Et petite parenthèse en termes de légal, en France, si vous voulez faire passer des tests de personnalité aux gens lors d'entretien d'embauche, le Code du travail prévoit qu'il faut prévenir la personne en amont. Et il n'y a pas d'obligation de réaliser le test. Bon, après, ça met peut-être un peu en péril l'issue de l'entretien d'embauche, par contre. Et en parlant de tests de personnalité reliés au recrutement, on parlait d'un autre, c'est les Big Five. Alors celui-là, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans ma liste. Alors déjà parce que la liste commençait à être un peu longue. Et aussi parce que c'en est un où, dans les débats autour des tests de personnalité, il revient souvent comme étant celui qui est le plus scientifique du lot. Alors, il faut savoir que les Big Five, c'est un test qui est basé sur une hypothèse lexicale, qui est que selon notre vocabulaire, notre lexique, on peut déterminer donc 5 grands types de personnalités, en gros. Et la raison pour laquelle on a tendance à dire qu'il est plus scientifique, c'est que, en ce qui concerne les Big Five, plusieurs équipes indépendantes sont arrivées à des résultats très similaires. Donc, ça ressemble un peu plus quand même à des bases solides. Mais ce n'est pas parce que les Big Five a des bases un peu plus solides qu'il est forcément dépourvu de biais. Par exemple, en 2018, une journaliste a fait une expérience. Elle a répondu 2 fois au test Big Five avec des questions identiques, des réponses identiques, sauf sur une, celle du genre.
Et alors là, sur les résultats, elle a pu voir que donc, ces résultats en tant qu'homme, notamment sur le facteur agréabilité, elle a été considérée comme ayant une agréabilité dans la moyenne. Par contre, les mêmes réponses, mais en tant que femme, son agréabilité était considérée, elle était un peu irritable, peut-être un peu agressive aussi. Un peu moyen. Et une autre qui date de 2019, où là, ça a été une équipe de recherche qui a eu l'idée de récupérer plein de messages sur les réseaux sociaux, des tweets, des choses comme ça, de les donner à manger à un algorithme d'une machine deep learning, bien désolé, j'y connais pas, de faire tourner un peu la moulinette pour selon le vocabulaire de ces personnes sur Internet, pouvoir avoir leurs résultats de Big Five et voir s'il y avait une corrélation avec leur profession. Et donc établir un peu une sorte de cartographie de quelle personnalité Big Five pour quelle profession. Et là où ça commence à faire un peu flipper, qui a ensuite proposé d'utiliser ça comme un outil pour, selon ce qu'une personne a publié sur les réseaux sociaux, pour pouvoir regarder est-ce que cette personne sera bien apte à ce job, sera performante. Et quelque chose que je trouve assez intéressant avec ça, c'est que tout à l'heure, je disais que c'est pas parce que, c'est pas dans la définition de pseudoscience que quelque chose va être forcément mauvais si c'est une pseudoscience. Ça nous donne un bon exemple de c'est pas parce que quelque chose a des bases un peu plus solides que ça va être forcément bien. Alors, après le recrutement, voyons voir côté management. Si j'arrive à appuyer sur le bouton, voilà. Pour le management, je me suis posé la question, quelles sont les attentes qu'il y a envers le rôle de manager? Et surtout, à quel endroit est-ce que les tests de personnalité vont pouvoir peut-être aider? Qu'est-ce qui va les rendre attractifs pour aider dans le rôle de management? Et donc, je me suis demandé, OK, c'est quoi un bon manager? Alors ça, la réponse rapide, c'est un bon manager, il voit quelqu'un qui bouge, il le manage. Mais la réponse un peu plus longue, déjà, je suis allée regarder qu'est-ce qu'il y a comme attente sur le rôle. Et là, j'en ai trouvé beaucoup. Un bon manager, il motive, on libère le potentiel, on délègue, on gère, on fixe des objectifs, on accompagne. Ça en fait des choses. Et c'est vrai que là-dessus, par rapport à ce côté test de personnalité pour pouvoir vraiment une grille de lecture des gens, quelque chose qui nous donne assez rapidement la motivation des gens, ça peut peut-être aider à motiver, qui nous dit comment communiquer avec un tel ou un tel. Ah ouais, ça aide. Et il va y avoir plein d'autres choses pour le coup où ça va peut-être pouvoir agir dessus. Mais tout ça, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Alors, de mon côté, ça fait des mois que je bassine tout mon entourage personnel et professionnel à ce sujet-là, que je leur pose pas mal de questions justement pour savoir un petit peu comment est-ce que vous l'avez vécu quand il y a eu des tests de personnalité en entreprise, des choses comme ça. Et une réponse qui a été pratiquement unanime, en effet vraiment positif des tests de personnalité, ça a été un effet « Ah !» Beaucoup de gens m'ont décrit une véritable prise de conscience du fait que des individus, on ne pense pas pareil les uns les autres. Réaliser que ma manière de penser n'est pas forcément la même de l'autre côté et d'aider à prendre un petit peu de la perspective des autres, parfois à faire preuve d'un peu plus d'empathie et aussi à réaliser que parfois adapter sa communication, ça peut vraiment aider et débloquer des situations. Et ça, c'est un sacré point positif, c'est vrai, effectivement. Et un autre effet qui a été remonté, alors un peu moins positif, ça a été quelque chose souvent un peu décrit comme on se sent un peu mis dans des cases. Et ça, pour moi, je le pousse un petit peu plus loin. Pour moi, ça me rappelle un effet qui s'appelle l'effet du bocal à con. Je parlais de bocal tout à l'heure. C'est un peu ça. Alors ça n'a rien de scientifique. Je précise tout de suite. Ça prétend pas l'être non plus. Alors, le bocal à con, c'est quelque chose que je tire d'un article qui date de 2010, qui s'appelle « Guide de survie aux abrutis, le bocal à con ». Et dans le contexte de base, c'était décrit un petit peu comme quelque chose pour aider lorsque y a quelqu'un avec qui ça se passe juste mal. On a essayé, on n'arrive pas à communiquer et juste ça ne va pas. De se dire métaphoriquement, de prendre cette personne, de la mettre dans un bocal avec une petite étiquette con ou conne. Et pour le coup, ça nous permet
de prendre un peu de distance. Parce que après, quand cette personne va parler, on va avoir un peu comme un filtre de perception qu'on va entendre plutôt du je suis con, je suis con, je suis sacrément con. Et on va ça va moins nous atteindre. Et pour moi, il y a un petit effet bocal à con aussi avec les tests de personnalité, mais plutôt bocal à Serpentard, admettons. Et c'est vrai que, par exemple, quand on veut discuter motivation, quand on veut discuter besoin avec quelqu'un qu'on a mis dans un bocal, on va avoir ce filtre de perception aussi. En tant que Serpentard, je suis très ambitieuse et j'ai envie d'apprendre la magie noire, qui va se mettre par-dessus, au final, les véritables besoins. Et ça me paraît un petit peu dommage, quelque part, si c'était un outil qu'on voulait utiliser, au contraire, pour mieux communiquer ou mieux comprendre la personne. D'autant plus qu'un autre effet, c'est qu'on s'y met soi-même dans un bocal. Alors ça, je vais vous présenter une citation d'une personne avec qui j'en ai discuté ces derniers mois, qui m'a un peu marquée, qui m'a dit « Un liquide, ça prend la forme de son récipient. Donc, à force de se dire qu'on est ceci ou cela, Serpentard, Serdaigle, Gryffondor, eh bien, on finit par se changer pour le devenir. » Et c'est là qu'on se retrouve aussi dans des situations comme « Ah, zut, je suis Serpentard, je ne pourrai jamais faire de conférence. » Alors que peut-être que si. Et une chose aussi, pour rester un peu sur ce côté bocal, c'est que ces bocaux, ils sont petits. Je m'explique. En 2010, un anthropologue a fait une étude qui s'appelle les gens les plus étranges dans le monde, pour laquelle il a analysé plus d'1 millier de papiers de recherche scientifique autour de la psychologie, en s'intéressant aux échantillons, aux participants, sur qui étaient faits tous ces papiers. Et là, il a observé un truc assez intéressant, c'est que la grande majorité de ces papiers se basaient sur des personnes qui venant de cultures weird, donc occidentales, éduquées, industrialisées, riches et démocratiques. Sauf que les personnes weird, ça représente 12% de la population mondiale. Et donc, on base un petit peu une grande partie de notre compréhension de quel est notre fonctionnement. Et les tests de personnalité vont aussi s'appuyer sur ces choses-là. Et pour le coup, on s'appuie sur 12%, parce qu'il y a quelque chose qui ne représente que 12% de la population. Et pourquoi ça m'a mené aussi à me poser d'autres questions, comme est-ce que les tests de personnalité représentent des choses comme la neuroatypie? Et bien ça, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. Si jamais vous avez des infos là-dessus, je suis preneuse d'ailleurs. Intéressons-nous maintenant au côté accompagnement. Accompagnement plutôt agile. Alors, évidemment, on va avoir le même effet positif du côté A que à côté. Enfin, tout ça s'applique aussi à l'accompagnement. Dans l'agilité, là où ça va devenir intéressant, ces tests de personnalité, on va pouvoir peut-être les utiliser pour des petits ateliers ou des icebreakers, faire un petit truc un peu fun en équipe. Après, les gens échangent sur les différents types. Je sais que ça peut avoir des effets secondaires un peu bizarres. De mon côté, par exemple, en 2021, j'ai fait un atelier sur une rétro où on a fait un test MBTI et 4 ans plus tard, je suis conférencière. Des fois, il se passe des choses étranges. Mais voilà, ça a ce côté un petit peu une base de dialogue, aussi une dynamique. Ça peut être fun. Attention cependant, quand on commence à les utiliser, quand on commence à aller un petit peu loin et à les utiliser au même titre que des outils plus ou moins thérapeutiques. Je pense par exemple à la PNL et à l'analyse transactionnelle. On va vraiment se concentrer à fond sur désolée, je perds mon mot. Allez, voilà, sur l'individu, sur l'accompagnement par rapport à ce test avec cette analyse et tout. Car quand on travaille dans l'agilité, qu'on soit coach agile, scrum master, différents rôles d'accompagnement, on est là pour accompagner des équipes sur une méthodologie, pour aider à travailler. On accompagne des organisations, mais on n'est pas non plus à fond sur l'accompagnement d'individus. Attention à ne pas basculer vers du coaching de développement personnel. D'autant plus que là, une dérive associée que j'ai pu voir à l'occasion, c'est justement ce côté de responsabiliser les gens sur le mal-être. J'ai cité Albert Moukébert dans son livre Neuromania, qui dit « Si tout repose sur l'individu,
les solutions aussi doivent être individuelles. Alors, dans ce cas-là, il parle du coaching, enfin du développement personnel. Mais pour moi, ça s'applique aussi pas mal au côté test de personnalité quand on veut vraiment mettre le focus là-dessus. Je vais donner un exemple vécu, d'avoir des comportements qui sont vraiment ramenés au type de personnalité. D'avoir connu une personne qui avait des comportements plutôt incorrects. Et là, quand on essaie d'en discuter, de soulever le point, que ça soit ramené sur « Non, mais tu sais, cette personne est Gryffondor. Donc en fait, c'est que tu n'as pas communiqué comme il fallait. C'est pas sa faute. Et de toute manière, si tu l'as mal pris, c'est que toi, tu es Serpentard. » Et là, la responsabilité, elle shift. Et ça va aussi être pas mal renforcé si justement on a investi pas mal sur ces tests, sur les faire passer à tout plein de monde. Justement, voilà, maintenant qu'on vous a fourni tout ça sur votre type de personnalité, à vous de communiquer. Hein. Maintenant que vous savez comment faire. Donc, pour le coup, avec tout ça, j'arrive sur la dernière question que je me posais, à savoir, alors plutôt à prendre ou à laisser. Et ça, c'est pas quelque chose pour laquelle je vais pouvoir donner une réponse, la réponse. C'est plus une question, quelque chose où que chacune vraiment, va falloir y réfléchir pour soi, tout simplement, en faisant quelque chose, ce qu'on a fait un peu tous ensemble durant cette conférence, à savoir une démarche d'esprit critique. C'est-à-dire se poser des questions, tout plein de questions. Se demander pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Mais d'aller aussi devenir un peu l'avocat du diable. Ne pas aller chercher uniquement dans les choses qui vont en accord avec notre opinion sur le sujet, mais aller voir des deux côtés. Quels sont les points positifs, les points négatifs. Parfois, ça fait un peu froncer le nez quand on part déjà avec une opinion, mais ça reste un exercice intéressant. Et aussi, très important, chercher pour apprendre et comprendre. Pas pour trouver des arguments pour avoir raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à ça, à plein d'autres choses aussi, cette démarche. Et pour finir, j'aimerais, en conclusion, vous partager mon opinion sur ce sujet, sur les tests de personnalité. À savoir, pour moi, c'est quelque chose où on peut y aller si on veut. Mais juste, allez-y les yeux ouverts. C'est-à-dire, si vous avez envie de profiter des côtés positifs de cet effet « waouh !» Ah ouais, de ce côté prise de conscience. Faire un atelier fun, lancer une base de dialogue. Allez-y. Juste gardez à l'esprit simplement qu'est-ce que sont ces tests de personnalité et aussi qu'est-ce qu'ils ne sont pas. En gardant aussi à l'œil quelles sont les dérives éventuelles pour ne pas aller jusque-là et sans non plus les prendre trop au sérieux. Pour moi, si on a vraiment du budget à dépenser ou de l'énergie à y mettre, j'aurais tendance à préférer les poser pour les utiliser pour réparer l'environnement, intervenir au niveau organisation autour des équipes plutôt que de réparer les gens. Parce que nous soyons dans des rôles de recrutement, de management, d'accompagnement ou même de tout plein d'autres rôles, nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si nous connaissons et parfois nous appuyons un petit peu sur des outils plus ou moins thérapeutiques, avec plus ou moins de risques de dérive sectaire, nous ne sommes pas en thérapie sur notre lieu de travail. Pour moi, la thérapie est une démarche personnelle, individuelle, qui se fait en dehors du travail et qui ne devrait pas être imposée par des outils où on va trop loin. Et pour finir, j'aimerais vous citer, je bifurque un petit peu pour vous citer une série télé assez connue dans le monde de la science-fiction, à savoir Star Trek. Et un personnage iconique de cette série, c'est le personnage de Spock, qui a été joué à l'origine par Leonard Nimoy. Et c'est un personnage qui suit une philosophie que je trouve assez intéressante. C'est la philosophie IDIC pour Infinite Diversity in Infinite Combinations, une diversité infinie dans des combinaisons infinies. Et ça, pour moi, ça illustre assez bien ce côté du fait que nous sommes tous et toutes complexes, magnifiquement complexes. Alors, sortons de nos bocaux et laissons les autres nous surprendre. On a plein de choses à y gagner. Et donc sur ce, je vous souhaite
longue vie et prospérité. J'avais évoqué, juste avant les questions, j'avais évoqué des sources et des références. Donc, il y a une source que je n'avais pas encore citée, c'était un podcast qui s'appelle Méta de choc, qui s'intéresse beaucoup à la métacognition, du pourquoi on pense ce qu'on pense et aux démarches d'esprit critique, que je vous recommande, il est vraiment chouette. Alors là, il y a mon QR code avec dedans, il y a toutes les sources utilisées. Alors, il y en a beaucoup. Donc, pour rendre ça un petit peu plus fun, j'ai caché dans mes sources un élément qui n'a absolument rien à voir avec ma conférence. Alors, j'ai dans mon sac un paquet de bonbons. Donc, si vous venez me voir avec cet élément, je vous offre un bonbon. Et pour le coup. Et donc, si c'est bon après pour le scannage de QR code, ben après, j'ai plus qu'à vous dire. Oh, s'il y a besoin, après, je l'en mets. Un grand merci.